Hello, hello! Bienvenue dans la 5e saison de Famille et Voyage, le podcast. 5e saison! Bah dites donc, c'est que ça commence à en faire des épisodes! Je suis Stéphanie, maman de 2 nados et complètement accro au voyage. Si vous cherchez une nouvelle destination pour vos prochaines vacances, si vous vous titillez pour un voyage au long cours, abonnez-vous! Les carnets de voyage de mes invités vont vous emmener aux 4 coins de la planète. Dans ce podcast, on va parler itinéraire à pied, à vélo, en voiture, en camping-car. Vacances tout près et très loin, tour du monde, expatriation. Les parents voyageurs vous raconteront leurs activités avec leurs enfants, les bonnes adresses pour goûter les spécialités du coin, et aussi leurs galères. Je vous proposerai également des reportages entre récits, témoignages et interviews. Le programme vous convient? Alors n'oubliez pas, un partage ou un petit mot doux sur Apple Podcast, ça aide le podcast à être découvert par d'autres parents en quête d'inspiration. Allez hop, nouvelle conversation! Camille, pédiatre et maman voyageuse depuis toujours, Pierre, prof de PS, et leurs enfants Basile, 16 ans, Félix, 13 ans et Zoé, 7 ans, ont fait un magnifique voyage à Madagascar au printemps dernier. Ils ont commencé par des randonnées entre Antsiranana et Nosy Be, à la découverte des baies, montagnes, massifs, de la flore et de la faune locale. Ils ont ensuite embarqué sur un boutre traditionnel, puis navigué, plongé, pêché et chillé dans la baie de Nosy Be et l'archipel des Radama, où ils ont également appris à cueillir les plantes comestibles. Cette aventure en famille méritait bien 2 épisodes, donc voici le premier. Allez, c'est parti pour le carnet de voyage de Camille à Madagascar. Hello Camille! Hello! Comment ça va? Ça va plutôt bien. C'est une bonne journée qui commence? Ouais, c'est ça, journée repos entre 2 gardes à la maison. La petite est sur son dernier jour d'école aujourd'hui de l'année. Ouh! Et puis les aînés sont partis hier soir en volée pour le nord de la France pour une semaine de vacances chez ma belle-mère. Donc c'est une vraie journée de repos. Ouais, c'est clair! Bon, tu te trouves où exactement? Alors là, je suis dans ma maison à Toulouse. Toulouse, voilà, trop dans bien. Toulouse, il fait beau, il fait chaud. Donc c'est vraiment le début des vacances. Ouais, y a ça vraiment sent les effet-là. Vacances. Ouais. Ça sent bien les vacances, ouais. Ouais, trop bien. Est-ce que, avant de partir un peu plus loin que Toulouse d'ailleurs, tu peux nous présenter la voyageuse que tu es? Ouais. Alors, je me définirais comme une voyageuse compulsive et qui l'est de plus en plus en vieillissant. Ouais, ça fait des années qu'on voyage, on a voyagé avec nos enfants tout petits, dès le départ. Et plus je voyage, plus j'ai envie de voyager. Et du coup, là, j'ai mis en route un projet depuis quelques mois où, voyant les enfants grandir, et vu que ça me tordait un peu le cœur de les voir grandir si vite et de me dire, mince, dans quelques années, ils viendront plus avec nous, ce sera terminé. J'ai dit à mon mari, moi, je veux faire quelque chose, faut qu'on voyage encore plus. Et donc, j'ai proposé de prendre une dispo de mon poste à l'hôpital où j'étais actuellement à Toulouse pour pouvoir aller travailler sur des gardes dans d'autres hôpitaux, mais tu vois, de façon plus gérée par moi-même, quoi, avec un planning que je décide, qui me permet en fait d'avoir toutes mes vacances scolaires dispo, puisque mon mari est prof. Et donc, je trouvais ça dommage de ne pas profiter de cette opportunité que lui et tous ses congés Ah bah scolaires. c'est clair. Voilà, donc il dit, écoute, on fait ça. Il m'a pris pour une un peu folle au début, je pense, parce qu'il est hyper stressé de notre budget tout le temps. Donc c'est clair qu'il a fallu budgétiser ça et faut être clair, on n'a aucune économie et tout part dans nos voyages. Mais du coup, depuis l'été dernier, on fait voyage sur les vacances scolaires à chaque fois, quoi. Voilà, sauf Noël, parce que Noël en pédiatrie, c'est un moment crucial où il faut être présent dans les hôpitaux. Donc je pars pas à Noël. J'ai pas envie de savoir pourquoi Noël, c'est un moment crucial en pédiatrie. Ça veut dire qu'il y a plus d'enfants à ce moment-là? Ah ouais, Noël, c'est la pire période qu'on ait en pédiatrie sur toute l'année, ouais. Mais pourquoi? Tu sais, la bronchiolite. Ah mais oui, bien sûr. Ah bah oui, mais c'est loin pour moi la bronchiolite, c'est pour ça que j'y pense plus. Elle est toujours là, figure-toi. Oh là là. Et elle s'est démultipliée après le Covid. Et du coup, on souffre pas mal, ouais, en ce moment, l'hiver. Bon, ça laisse quand même pas mal de vacances à remplir, tout ça. Et ouais, non, là, c'est un gros projet, là, pendant 2 ans, non-stop, les voyages vont s'enchaîner, et du coup, on profite bien, ouais. Bon. Et donc, vous êtes parti à Madagascar au printemps. C'est ça. Pourquoi Madagascar? Ah, alors ça, c'est une bonne question. Alors, Madagascar, on l'avait déjà fait il y a 10 ans.
quand les enfants étaient tout petits. Alors, j'avais que les deux garçons à l'époque, qui avaient 3 et 6 ans. Et au tout début, c'était pas immédiatement une envie de Madagascar. Figure-toi qu'au début, j'avais envie de l'Afrique de l'Ouest. Et je rêvais depuis des années du Mali. Sauf que 2013, le Mali, ben, la guerre éclate. Politiquement, c'est plus du tout gérable. Donc, je me dis, bon, bah non, faut qu'on aille ailleurs. Et puis, en fouillant un peu comme ça sur l'Afrique, j'avais deux options. J'avais le Sénégal oriental. J'avais trouvé moyen d'aller randonner dans le pays bédique, qui est tout à l'est du Sénégal, qui est une zone qui n'est pas du tout connue et qu'on a faite finalement en février 2020. On a réussi à le faire et c'était absolument génial aussi. Et puis, j'étais tombée sur Madagascar. Et puis, je m'étais dit, ah oui, tiens, c'est vrai, j'avais quelques copines qui avaient travaillé à La Réunion, qui m'avaient dit que Mada, c'était vraiment un endroit extraordinaire. Donc, bah voilà, j'ai fouillé et puis j'ai construit mon circuit. Et puis, je me suis dit, allez, on va faire Madagascar. Et donc, ce premier voyage a été époustouflant. Et donc, j'avais en tête qu'on y retournerait un jour. Et puis, figure-toi que ce qui est drôle aussi, c'est que c'était pas non plus prévu là, cette année. On voulait aller en Namibie avec des copains avec qui on a l'habitude de voyager. Et puis, bah, quand on est rentré d'Amérique du Sud l'année dernière et que j'ai commencé à regarder les billets, ça s'était complètement envolé pour la Namibie, les tarifs, quoi. Donc, j'ai appelé les copains en disant, écoutez, la Namibie, ça va pas le faire vraiment financièrement, ça va être trop, trop cher. Alors, puis comme j'avais aucune idée de comment les prix allaient évoluer dans les mois d'après, je voulais pas risquer d'attendre. Et donc, en fouillant, je suis retombée sur un voyage sur Mada et je me suis dit, ah ouais, il y avait Madagascar. Et voilà, c'est comme ça que ça s'est refait. Ce premier voyage, il était sans doute un peu différent de ce que vous avez fait. Qu'est-ce qui vous a marqué? Qu'est-ce qui a fait que tu en as eu un tel bon souvenir que tu t'es dit, ah bah oui, on y retourne, sans problème? Madagascar, c'est un endroit reste, alors je dirais probablement pour les gens qui vivent là-bas, c'est probablement un peu malheureux parce que ils évoluent pas du tout économiquement hein, depuis l'indépendance, ils n'ont pas progressé. C'est lié au contexte politique qui n'avance pas et qui fait que malgré leur extrême richesse naturelle, bah, ils n'arrivent pas à se développer. Mais pour ceux qui voyagent, c'est un endroit génial dans le sens où c'est peu touristique, c'est très authentique. Et surtout, du fait que c'est situé, tu vois, entre l'Afrique, c'est vraiment un carrefour, Madagascar, entre l'Afrique et l'Asie. Et bah, dans ce pays, en fonction des endroits où tu vas et au fur et à mesure que tu progresses dans le pays, que tu avances, c'est vraiment plusieurs voyages en un seul. Parce qu'en fait, géographiquement, tu as des zones qui font beaucoup penser à l'Asie, avec des rizières en terrasse, des rivières, des cascades. Et puis, tu avances encore un peu et là, tu es sur des hauts plateaux et tu as l'impression d'être en Amérique du Sud. Les gens, ils sont enveloppés dans de la laine avec des chapeaux en raffia. Et là, ça donne un petit air latin, si tu veux. Et puis, tu continues et là, tu es en pleine brousse africaine. Et les populations, elles ont d'ailleurs des phénotypes comme ça très, très fluctuants, en fait. En termes de paysage et de diversité de paysages, de couleurs, c'est fantastique, quoi. Et puis, tu as une faune endémique avec les lémuriens qui sont Oh là partout là! et les caméléons. Et je suis fan du caméléon. Et donc, bah voilà, une fois que tu as fait Madagascar une fois, je crois que c'est vraiment quand même difficile de pas imaginer ne pas y retourner un jour, quoi. Et vous étiez resté aussi 2 semaines la première fois? Ouais, en fait, on était parti sur les vacances de la Toussaint. On avait fait un stop à Mayotte parce qu'à l'époque, on était parti avec Corsair qui faisait des escales à Mayotte. Du coup, on en avait profité. On avait fait 5 jours à Mayotte parce qu'on voulait. Moi, j'aime bien tout faire, hein, donc je m'étais dit non, il faut aller à Mayotte aussi. Je savais que Mayotte était assez génial aussi. Et puis après, on avait fait quasiment 17 jours, je crois. On avait un peu grignoté hein, Mais sur nos oui, vacances scolaires. il me Ouais, ouais, semble ouais. pas que les vacances de la Toussaint soient aussi longues. Non, on avait 15 jours plein de vacances de la Toussaint et je crois que tu vois qu'on était parti la veille ou l'avant-veille et puis qu'on était revenu le lendemain, quelque chose Hmm. comme ça. Bon, ça Voilà. va, ils étaient petits, on va rien dire. C'est ça, c'est ça. Est-ce que, parenthèse, pas du tout prévue, mais est-ce que à Mayotte, vous avez vu ces belles tortues qui pondent sur la plage? Ah bah oui, alors on les a pas vus pondre. On a fait tu sais, on était sur la plage de Ngouja, qui est en fait la plage sud la plus connue pour ça. Et en fait, ils viennent te réveiller à 2 heures du mat pour marcher sur la plage avec eux. Et donc j'ai été allée avec mon fils qui avait 6 ans, à Basile, qui est fan d'animaux. Et donc on a fait comme ça, on a marché, 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 marché. Et on n'a jamais eu de tortue qui est venue pondre. Mais par contre, il y avait les ylang-ylang qui exhalaient là comme ça dans la nuit. C'était un souvenir magique en fait d'odeur, de parfum, la mer. Tu sais que les tortues sont là, mais on les a pas vues. Bon, après on les a vues en pleine journée, tu les vois non-stop, hein, tu nages avec tout le temps. C'est vraiment un jardin d'Éden, Mayotte. Comment tu as organisé votre voyage, votre nouveau voyage cette année? Alors, en fait, je m'y suis pris en 2 temps. La première chose qui m'a remotivée, si tu veux, à retourner sur Madagascar, c'est que je suis tombée sur une agence locale qui s'appelle Alefa, qui organise des croisières dans l'archipel des Radam.
Alors, tous les noms à Madagascar qui finissent en A, tu dis pas le A à la fin. Ça s'écrit Radama, mais on dit Radam. Voilà. Bon. Et Et donc, donc, je vais devoir refaire mon intro parce que je dis Radama. t'as dit Radama. Bon, ben voilà. Bon, oui, mais en même temps, on le lit tous comme ça. Donc, Mais c'est si tu ça. veux, et tu ne découvres que ça s'appelle Radam que quand tu y vas et que tu entends les gens parler. Voilà. Sinon, Bon, ben tu peut-être je la refais pas enfin, alors. Je ah passerai pour non, non, quelqu'un non, qui c'est n'y est comme pas ça. allé. Et donc, en fait, cette agence, voilà, elle organise des croisières en bout traditionnelles depuis 30 ans, en fait, dans la région des Radam. Alors, la région des Radam, c'est un archipel qui est au nord-ouest de Madagascar. C'est une association, au départ, qui s'est implantée là-bas, et qui, grâce, si tu veux, à ses voyages en boutre, je pense, a collecté des fonds et a pu aller dans les villages de brousse, implanter les puits, les lavoirs, enfin, amener l'accès à l'eau aux populations. Et donc, en fait, ils sont là depuis très, très longtemps et ils ont fait construire des boutres et des pirogues traditionnelles selon des méthodes vraiment tradies, ancestrales, quoi. Et ils emmènent les gens en croisière de plusieurs jours dans des endroits totalement vides de touristes parce qu'en fait, l'objectif, si tu veux, c'est de la navigation tous les matins jusqu'en milieu d'après-midi. Pendant la navigation, tu as des stops snorkeling, des stops pêche. Et puis l'après-midi, tu débarques sur les plages désertes, dans des estuaires, dans des villages. Et c'est que des villages de brousse. Et en fait, toute cette zone, il n'y a pas de route qui y mène. Sur des centaines de kilomètres, il n'y a pas de route qui mène à ces endroits-là. Donc, en fait, les villages ne sont accessibles que par la mer. Et donc, par définition, il y a quasiment, ils ne voient pas les touristes tous les jours, loin de là. Il y a quasiment que Alefa qui amène les touristes dans ces endroits-là. Et donc, ouais, c'est là, quand même la garantie d'un truc assez extraordinaire à vivre. Donc, là, je les ai contactés eux directement. Ils sont super réactifs, ils sont adorables. On a vu ça ensemble. Et puis, quand j'ai vu que c'était bien le nord-ouest de Madagascar et que c'était un endroit, le nord, que je visais pour un retour à Mada, j'ai recontacté Richard, qui est mon contact francophone là-bas, qui est un malgache de la capitale, qui m'avait aidé à dessiner le road trip d'il y a 10 ans. Et donc, lui, super partant, il se rappelait bien de nous et tout. Et donc voilà, c'est comme ça que ça s'est fait. Est-ce que tu leur as demandé des choses en particulier, notamment par rapport aux enfants, ou en fait le programme s'est construit finalement assez facilement? Ouais, non, moi, j'ai jamais de demande par rapport aux enfants. Les Bon, ils enfants me suivent. suivent et c'est tout. Pour te dire, sur le premier voyage, Richard, il était au jus parce que c'est moi qui avais construit le circuit. C'est moi, je savais exactement où je voulais aller et tout. Et donc, en fait, ça nous a imposé au premier voyage de faire 14 heures de 4x4 le premier jour, non-stop, tu vois, avec un 4x4. Donc, il y avait eu quelques petites défaillances techniques, hein, comme ça arrive souvent dans ces pays-là, avec une route terrible. Et moi, les garçons avaient suivi sans souci. Donc, ils m'avaient dit, waouh, tu sais, j'étais pas très tranquille de vous savoir parti pour 14 heures de route là-bas et tout. Et en fait, non, non. Donc, il savait que je craignais rien, quoi. Et puis que maintenant, les enfants, ayant grandi, lui-même avait moins de crainte. Donc, non, non, on n'a rien demandé de particulier. Ok, c'est comme ça. Ouais, Ça avance, tout c'est simplement. ça. Exactement. Est-ce que tu peux nous décrire rapidement, même si tu l'as déjà fait, mais en version vraiment qu'on essaye de se rendre compte, l'itinéraire que vous avez suivi? Ouais. Donc, une fois qu'on est arrivé à la capitale, qui est Tananarive, il a fallu monter en avion sur un vol intérieur à Diego Suarez, donc tout au nord. Diego Suarez, c'est l'ancien nom, actuellement ça s'appelle Antsiranan, donc Antsiranana, mais tu dis Antsiranan, tu Ouais, vois. d'accord, j'ai bien compris. Et de là, en fait, on a passé 2 jours dans la baie de Diego Suarez, puis après, on est parti sur un petit circuit voiture où on est descendu jusqu'à Nosy Be, avec des arrêts tous les jours, l'objectif étant de randonner dans les parcs nationaux. Et puis, arrivé à Nosy Be, là, c'était le départ pour 6 jours de croisière, aller et retour, quoi. Et on revenait à Nosy Be, et voilà, le voyage se terminait là. Et moi, je revenais sur Tana avec Zoé, et mon mari repartait de Nosy Be avec les garçons pour des problématiques de logistique d'avion qui ont été assez compliquées à gérer, mais voilà, c'était un petit peu la marque de ce voyage, c'est l'aérien qui a été particulier. Tu peux pas nous dire ça sans nous expliquer à un moment donné ce qui s'est passé. Là non, parce que du coup on va lancer, ça va être un bon C'est ça? teasing pour rester jusqu'au bout, mais évidemment qu'on va essayer de comprendre ce qui s'est passé. En tout cas, tu vas nous raconter. Ouais. Eh ben écoute, partons à Madagascar avec vous. Alors vous connaissiez déjà, mais les enfants étaient petits, Zoé était pas née. Donc quand vous sortez de l'avion, c'est quoi les impressions, les couleurs, le paysage, enfin pas quand vous sortez de l'avion d'ailleurs, mais quand vous sortez de l'aéroport et un peu plus loin, comment ça se passe? Eh ben, écoute, t'es tout de suite projeté en Afrique.
en fait. Quand tu arrives, il fait très chaud. Il y a un petit fond d'humidité parce qu'on est à la jonction entre la saison des pluies et la saison sèche. Donc, il pleut encore le soir. C'est très coloré, c'est vallonné, c'est très très vert, le nord de Madagascar, plus vert que certains endroits qu'on avait vus ailleurs, plus au sud. Tu as des petits baobabs de temps en temps, là. Alors, ils sont assez rares encore sur cette zone-là. On les trouve vraiment plutôt sur la côte ouest, les baobabs bouteilles. Mais on en a quand même aperçu. Et puis, bah, c'est la population qui t'accueille. Alors là-haut, les taxis, c'est des 4L, petite 4L jaune assez rigolote. Et on te fourre tout le monde dans la 4L, hein, les bagages, les enfants, tout le monde. Et puis hop, c'est parti, on t'amène à ton hôtel avec la petite 4L. Et les 4L, elles ont toutes des prénoms derrière écrits sur les pare-brises, là, c'est drôle. La nôtre, elle s'appelait Rebecca. Voilà, et donc Très Rebecca, joli. ouais, Rebecca nous a emmenés. Non, mais c'était très drôle parce que les chauffeurs de taxi, mais c'est toujours dans ces pays-là, ils ont toujours envie de te montrer tout, ils veulent t'emmener à droite à gauche, tout ça. Alors tu dis, ah, mais ça, j'ai déjà prévu, tout ça. Oui, mais si tu veux, je peux t'emmener. Bon, allez, ok. Puis du coup, tu commences ta négo et voilà. Et donc, j'avais déjà arrangé avec lui le fait que dans l'après-midi, il nous amènerait sur notre rando que j'avais prévu directement. Et voilà, donc c'est ça, c'est des couleurs. Et puis c'est l'Afrique dans le sens où tout de suite, hein, c'est la route, en très mauvais état avec des nids de poules gros comme des cratères de volcan, là. Et les gens qui marchent au bord de la route, ils sont à vélo ou à pied, ils transportent tout ce que tu veux, du veau mort sur l'arrière du vélo, Sympa. des poissons, des poules, des taxis-brousses dans l'autre sens avec des tonnes de bagages sur le toit. C'est toujours le concours à celui qui en aura mis le plus haut. Bon, voilà, donc en fait, on est vraiment projeté dans l'Afrique que j'adore directement quand tu arrives, quoi. Et les enfants, ils sont comment? Surtout Zoé, qui est jamais allée finalement. Alors, Zoé n'est jamais allée, mais Zoé, elle a l'habitude de voyager et puis elle est ultra à l'aise en voyage. Elle, je crois qu'elle est jamais mieux que quand elle est ailleurs et avec voilà, toutes ces cultures différentes autour d'elle. Donc, elle, ça l'interpelle pas du tout. Et donc, bah, les garçons, là, ça les faisait marrer la 4L parce que ils se disaient, ça a l'air quand même bien pourri et t'es sûr que ça va nous emmener au bout? J'ai dit, ouais, ouais, Amada, c'est comme ça. Tu ne peux pas prendre une voiture qui est pas un petit peu pourrie. Dans Tana, la veille, on avait démarré dans un taxi. Le gars, il démarre avec les fils, tu vois, il fait toucher les fils ensemble pour démarrer. Ah ouais, quand même. T'as le fond qui racle sur le sol. Bon, voilà, non, non, c'est très épique. Donc, ça Tout te met le confort. ton tout de suite. Ouais, c'est ça. Bon, bah, partons sur ce road trip. Est-ce que tu peux nous décrire vos différentes étapes, ce que vous avez vu, ce que vous avez fait, essentiellement de la randonnée, mais Ouais. j'imagine que, comme tu nous l'as décrit au départ, tout était très différent d'une randonnée à l'autre. Vous avez vu plein de paysages et surtout des animaux différents aussi. Donc en fait, le premier jour, voilà, j'avais prévenu les enfants, j'avais dit, je suis désolée les loulous, on n'a pas énormément de temps sur place, donc on part direct en rando. On avait pris le premier, enfin, il n'y a qu'un vol quotidien pour Diego Suarez et on était arrivé à 8 heures du matin, c'était un vol très tôt. Et bah du coup, ça nous laissait la possibilité de commencer directement la rando. Donc on a fait la randonnée qui s'appelle la randonnée des 3 baies. En fait, Diego Suarez, c'est la deuxième plus grande baie du monde après Rio. Ah ouais, Et on se rend pas compte de ça, en fait, puis c'est pas du tout connu, tu vois. Donc voilà, mais sauf que c'est la baie de Rio, mais sans les buildings, il y a aucune construction, quoi. est-ce que tu veux dire que c'est mieux que Rio? Ah bah, j'ai pas fait Rio, donc je peux pas te dire que c'est mieux que Rio, mais j'imagine que c'est beaucoup plus sauvage en tout cas. Non, après, voilà, c'est une baie, c'est une succession de plages, en fait, avec de l'eau turquoise, du sable blanc. J'étais très surprise d'avoir vraiment ce sable blanc très, très fin comme on a déjà pu voir dans d'autres endroits, mais je ne m'attendais pas forcément à en voir là. Et donc là, on a fait 11 kilomètres de rando sur les plages, en fait. Et bah, alors, le taxi, donc le Rebecca, nous a déposé, parce que Rebecca fait aussi 4x4 dans les dunes, hein, si elle veut. Ok, c'est une Donc en fait, 4L Rebecca, multifonction. ah oui, total, total. Donc, Rebecca nous a amenés sur des petits chemins ensablés, là, nous a déposé sur la première plage qui s'appelle la baie de Sakalava. Mais comme ça, les gens, ils savent qu'ils mettent un A à chaque fois que je cite un lieu, tu vois, pour l'écrire après dans Mais Internet. oui, absolument, tu as raison. Voilà, et donc là, bah, t'es tout seul, en fait, c'est un truc de fou, c'est une immense plage de sable blanc, et toi, Hmm. tu marches, t'es tout seul. Alors, il fait déjà très chaud, donc il faut bien s'équiper quand même en eau. Prendre le pique-nique avec soi, parce que, à l'évidence, hein, il n'y a aucune structure, hein, il n'y a pas de gargote, il n'y a rien du tout sur ces endroits-là. Et puis, bah, de temps en temps, tu croises un paysan avec sa charrue et ses ébus qui roulent sur la plage, et puis voilà, et puis toi, t'avances, et puis après, alors bien sûr, on a fait des pauses baignades hein, régulièrement. La baie de Sakalave, elle est connue pour les gens qui sont fans de kitesurf. Ils vont pas mal là-dessus parce qu'elle est très éventée en fait. Donc je pense que c'est un super spot pour les gens qui veulent faire du kite. Après, clairement, là, nous, il n'y avait personne. Bon, voilà, mais parce que c'est peu touristique, donc je pense que c'est pas blindé, hein. Et puis après, tu avances, il y a une deuxième baie qui s'appelle la baie des Dunes.
Très joli aussi. Alors, le chemin, c'est tantôt sur le sable, tantôt tu montes dans les collines sur un petit chemin par derrière et puis tu retombes sur la plage, tout ça. C'est très, très beau. Donc là, grosse pause baignade. L'eau était à 30, je pense. Ah Enfin, ouais. ouais, non, je n'arrivais plus à faire sortir les enfants. J'ai dit, on va jamais arriver à finir la rando si vous sortez pas de l'eau à un moment donné. Mais bon, super, quoi. Enfin, voilà, on s'est bien posé. Et puis après, on a continué. Après, tu arrives sur la baie des Pigeons, la dernière. Très belle baie aussi, où là, on s'est reposé pour du snorkeling à nouveau. Enfin, de la baignade, c'est pas du snorkeling, tu vois, c'est de la baignade. J'avais prévu qu'on mange après. Donc, on avait des gâteaux, des choses comme ça. On n'avait pas fait un vrai pique-nique. Et puis là-bas, on était encore seul au monde. Il y a un chien, un petit chien rigolo qui est venu ouais, qui venait nous apprivoiser. Tu sentais qu'il voulait devenir notre ami. Donc, les enfants ont adoré, voilà. Et puis après, il a fallu continuer la rando. Alors, c'est pas fini. Une fois que tu as fait les 3 baies, tu pourrais penser que tu es arrivé au bout. Mais non, il faut encore bien, bien, bien marcher pour arriver jusqu'à un phare qui s'appelle le phare du Cap Miné. Et de là, tu continues à marcher et tu traverses des anciennes zones militaires. Et là, il faisait quand même vraiment très chaud. Tu vois, il était entre 13 et 14 heures et on commençait à souffrir vraiment de la chaleur. Et puis, en fait, notre taxi nous attendait à l'autre bout. C'était prévu comme ça. Je lui avais demandé s'il pouvait nous récupérer à telle heure de l'autre côté, pardon. Et donc, voilà, ça s'est fait comme ça. Donc, il nous a récupérés. On avait quelqu'un bien qui nous attendait. Et après, il nous a ramenés au village. Mais en fait, pour aller de ce point A à ce point B, tu avais ton GPS ou c'était indiqué? Ça se Ah non. passe comment? Alors ouais, non, pas de GPS parce que, alors je sais plus te dire si c'est qu'on n'avait pas de réseau ou si c'est que j'avais peur de plus avoir de batterie ou j'en sais rien. Enfin, non, je me souviens, on n'a pas du tout utilisé le téléphone. J'avais le routard qui avait un peu indiqué, j'avais une petite carte, tu vois, qui disait le chemin. Et après le chemin, tu le suis un peu d'instinct parce que clairement, ouais, c'est pas indiqué baie des dunes, baie des pigeons, baie de sac à lave, tu les devines, tu comprends que t'es là, tu comprends là que t'es là. Et tu suis un petit chemin tracé. Alors, il y a des endroits où le chemin n'est pas super tracé. On a un peu cherché, mais bon, comme tu longes la mer, si tu veux, à un moment donné, il n'y a pas trop de raison de se paumer, quoi. Ça Ouais. va. Hmm. Mais non, ouais, c'est pas balisé, hein, clairement. On ne peut pas parler de balisage. Ok, très bien. Bon, et donc vous retrouvez Rebecca, Voilà. et après il se passe quoi? Et ben après, ils nous déposent au village. On avait hyper faim. T'imagines que Bah les oui. enfants étaient affamés. On avait 11 kilomètres dans les pattes sous la chaleur. Donc, ouais, ouais. Et donc là, il nous a dit, bah, je vous dépose au village de Ramen. Et vous allez aller à tel endroit. Il y a une gargote qui s'appelle, alors, je crois que c'était chez Lucio, quelque chose comme ça. C'est super, machin. Bon, en fait, tu arrives dans le village. Alors, c'est pareil, c'est ultra sauvage, village de pêcheurs. Et puis, bah, tu marches sur un petit bout de plage. Là, tu as les pêcheurs qui réparent leur bateau. Ça tape dans tous les sens, tout ça. Et puis, tu trouves une gargote. Alors, il y en a plein. Il y a plusieurs gargotes, les unes à côté des autres. Et donc là, en fait, c'est les pêcheurs qui servent la pêche du jour. C'est super parce que c'est un plat à base de riz, citron et puis un poisson en général. Et t'as les boissons avec et tu manges pour, sincèrement, je crois que c'était l'équivalent de 2 euros le plat, quoi. Et c'était bon. Ah, c'était très bon, bah, c'est hyper frais, très bon, simple, tu vois, donc pour les enfants, facile, quoi. Et non, non, on s'est régalé et les enfants étaient bien contents d'avoir ce petit moment de De pause pause. après l'effort. Ouais. Et bah après, on continue. Ouais, après on continue. Alors, bon, le soir, on était rentrés à l'hôtel. Orage, on a eu pas mal d'orages sur la première partie du voyage le soir, en fait. Comme je te disais, on est en jonction de saison. Et donc voilà, mais c'était parfait parce que c'était le soir, donc ça ne nous empêchait pas vaquer nos activités la journée. Et en fait, le lendemain, on est parti dans la réserve de la montagne d'Ambre, qui est alors comment expliquer? C'est une forêt primaire qui est située un peu en altitude, au pied d'une petite ville qui s'appelle Joffreville, du nom du général Joffre, qui s'y était établi à l'époque. Et tu es un peu dans les hauteurs, il fait beaucoup plus frais. D'ailleurs, elle est réputée, la montagne d'Ambre, être souvent embrumée dans les nuages et un peu brouillasseuse. Et nous, on a eu de la chance parce qu'il faisait très beau ce matin-là. Et donc là, la montagne d'Ambre, bah, c'est une forêt primaire avec une rando. Alors, c'est de la rando ultra facile, hein. Il y a pas de dénivelé. On était presque un peu frustrés parce que ça a duré que 2 heures. Et moi, j'aurais voulu qu'on marche un peu plus. Bon, voilà. Mais bon, après, c'était bien parce que ça nous a permis d'avoir du temps l'après-midi pour visiter Diego Suarez. Et donc là, tu as un guide, hein, c'est randonnée guidée obligatoire, hein, dans les parcs nationaux comme ça, parce qu'en fait, c'est des guides qui connaissent par cœur la forêt et puis aussi qui peuvent te trouver la faune, en fait. Donc ça, c'est vrai que c'est intéressant. Et donc, bah, qu'est-ce qu'on a vu? Alors ouais, d'emblée, quand on est arrivé, c'était assez chouette, il y avait un uroplatus. Alors l'uroplate, c'est une espèce de gros lézard qui fait à peu près 50 centimètres, qui est d'une couleur un peu brunâtre et qui se plaque sur les arbres. D'où le mot platus, tu vois, il est complètement à plat, là, comme un lézard écrasé. Ouais. Et en fait, bah, c'était super intéressant parce qu'il nous expliquait, d'abord, il n'y en a que là, hein, que à Madagascar.
Et donc, il nous expliquait que c'est une petite bestiole, ça pour les enfants, c'est super chouette parce qu'ils ont plein d'anecdotes sur le comportement animalier. Et donc, il expliquait que quand il y a l'aigle, enfin, ou les rapaces qui arrivent, qui sont les prédateurs de ce lézard, en fait, il se détache de sa queue. Et du coup, la queue tombe au sol. Lui, il est souvent en l'air sur des arbres assez hauts. Et donc, le fait que la queue tombe au sol, c'est un leurre. Et le rapace pense que c'est la bête. Donc, le rapace fonce sur le bout de queue qui tombe. Et l'Uroplatus est sauvé. C'est malin. Ouais, c'est malin. Non, mais Mais surtout, ce qu'il y avait c'est fou. vraiment de... Ouais, c'est dingue. Enfin, bon, la nature est comme ça, hein. Il y Oui, a oui, plein de choses. mais enfin, imaginez une queue détachable, enfin, Et ben franchement, voilà, système de queue détachable qui te permet de piéger ton ennemi. C'est quand même génial. génial. Bon, voilà, on a appris plein de petites choses comme ça. Et surtout, ce parc, il est réputé pour héberger le plus petit caméléon du monde. Voilà, qui s'appelle Brookesia minima. Et quand j'avais lu ça, j'avais dit non, mais je veux voir le plus petit caméléon du monde, quoi. Bah oui, mais alors plus petit, c'est déjà pas très grand quand même. Alors, il y a plein de variétés, hein. La moyenne des caméléons, je sais pas, je pense que ça fait 25 centimètres, peut-être 30 centimètres. Tu as des caméléons géants à Madagascar, on en avait déjà vu il y a 10 ans, qui font franchement 50 à 60 centimètres, Ah donc oui, là, des c'est très gros, grosses ouais. bêtes. Mhm. Et là, lui, le plus petit, bah, il fait entre 1 et 2 centimètres, pas plus. Déjà, à repérer, c'est pas simple. Ah bah c'est hyper pas simple, donc c'est pour ça qu'il faut les guides, hein, parce qu'ils savent où les trouver. Et en fait, ça c'était génial parce qu'on avait fait toute la rando, puis on n'avait pas vu le plus petit caméléon du monde. Donc on dit, ouais, mais où est-ce qu'on va le trouver? Tout ça. Il dit, vous inquiétez pas, je sais, tout ça. Et puis effectivement, on est arrivé dans une zone où il y a des arbres. En fait, c'est au pied de ces arbres-là. Il se cache sous les feuillages, sous les aiguilles de pin, etc. Et donc en fait, il a retourné. Alors c'est drôle en plus parce qu'il fait un peu sa mise en scène, le gars. Tu vois, il fait, ah, bravo, donne-moi une formule magique, je vais te faire apparaître le plus petit caméléon du monde. Donc, forcément, les enfants, ça leur plaît. Et donc, bah voilà, et on a fouillé tous les uns après les autres, et puis on a trouvé, voilà. Mais alors, c'est minuscule, ça se confond complètement avec le feuillage, donc tu pourrais franchement marcher dessus ou l'écraser sans le vouloir. Après, les garçons ont réussi sur d'autres endroits à en trouver eux-mêmes, en fait. Donc, du coup, c'était chouette parce que, C'est encore mieux. bah ouais, tu te dis, bon, bah, il est quand même, voilà, ils nous l'ont pas mis là exprès pour nous, quoi. Des vrais aventuriers. Ouais, c'est ça. Non, non, c'était chouette. C'était vraiment, alors c'est vraiment minuscule, c'est fascinant. On serait resté des heures à regarder ce petit truc marcher dans la main là. Parce que ça ressemble vraiment à un caméléon, si tu veux, sauf que c'est tout petit, quoi. Donc, puis un peu brun, c'est pas des couleurs, faut pas s'attendre aux caméléons multicolores dans cette taille-là. Ah bah c'est pas drôle alors s'ils sont pas multicolores. Non, il est pas multicolore. Il est tout brun, tu vois, dans des tons bruns et ouais, brun. Starnac. Et voilà. Mais par contre, quand tu le regardes bien, bah, il a vraiment la petite queue enroulée du caméléon, Ah, les trop petites bien. pattes du caméléon, tout ça. C'est assez rigolo. Les enfants ont pas essayé d'en ramener dans leur poche? Non, ça va. Ouf. Ou toi d'ailleurs, parce que c'est toi la Ouais, j'aurais passionnée. pu, tu vois, mais non, ça m'est même pas venu à l'idée, hein. Bon bah donc petit, enfin courte randonnée mais intense. Ouais, non, non, c'était bien. Elle était très bien, mais c'est vrai qu'on aurait randonné facilement plus, je pense. On aurait bien aimé continuer un peu à se promener. Bon, mais après, voilà, c'était bien parce que du coup, ça nous a permis de. J'ai pu demander après au chauffeur qui nous transportait si on pouvait aller voir Diego, que j'avais pas forcément prévu de faire. Donc, Diego Suarez, c'est le nom colonial, hein. Madagascar a obtenu son indépendance au début des années 70. Ouais, c'est récent. Ouais, c'est récent et du coup, il y a encore vraiment une culture française assez marquée dans certains endroits. Et Diego, bah, c'est alors Antsiranan, maintenant ça s'appelle. C'est vraiment une ville marquée par le temps, tu vois, qui est restée dans son jus. Tu sens un peu la nostalgie quand tu te promènes là-dedans. Les bâtiments sont décrépits. Je sais pas comment te faire part de l'ambiance, mais c'est pas touristique non plus, enfin, ou très peu. Mais tu te promènes, il n'y a rien à faire de précis dans cette ville. Juste te promener, voir les vestiges des anciens bâtiments coloniaux. C'est beau dans son jus, quoi. Il y a ce côté, c'est très coloré, c'est vieilli. Je te dis, c'est vieilli, c'est décrépit, mais c'est assez joli. Donc c'était un petit balade de fin d'après-midi assez agréable. Oh, bah ouais, ça a l'air sympa. Ouais, bah en tout cas pour palper ce que ça a pu être que cette ambiance-là à une époque, tu vois, dans les années 60 encore et tout ça, les véhicules datent encore pour certains de cette époque-là, donc tu vois, c'est assez rigolo ouais, de palper cette ambiance-là. Bon bah du coup, jour d'après. Alors, jour d'après, si je me souviens bien, bah, c'est le jour où on est parti sur. Ah ouais, non, jour d'après, petite galère. Euh, Ah, très bien. Non, pas T'as très encore bien, une mais autre, hein? non, 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 je voulais petite pas galère dire d'appareil très bien. photo, tu vois. Ok.
En fait, je me réveille le matin et mon Pentax, qui est mon fidèle appareil photo, parce que je suis passionnée de photo, ne s'allume pas. Alors que j'ai chargé les batteries, j'ai tout fait. Et là, je me dis, merde, il est en train de me lâcher. Alors, ça fait quand même longtemps que je l'ai. Et puis, je l'utilise pas mal en voyage. Donc, bon, bref. Mais là, je me dis, ah non, je suis perdue, c'est foutu. Comment je vais faire pour la suite du voyage? Enfin, je plonge dans une profonde déprime. On avait prévu de faire la matinée tranquille à l'hôtel, profiter de la piscine, tout ça, et puis partir que dans l'après-midi pour les Tsingy rouges, en fait. Et puis là, bah non, il y a grosse urgence pour moi, quoi. Je me dis non, non, je peux pas poursuivre le voyage sans appareil photo. Comment on va faire, etc. Donc on retourne en fait la matinée à Diego Suarez à la recherche désespérée d'un photographe professionnel qui pourrait me vendre, soit comprendre la panne de mon appareil et me le réparer, soit me vendre du matos. Et bon, bah évidemment, hein, à Diego Suarez, il n'y a pas grand-chose. Alors, il y avait deux, trois trucs que j'avais vus sur Internet qui se disaient photographes. Puis en fait, quand tu rentres dans la boutique, c'est une papeterie, quoi. C'est pas du tout de la photographie. Ils ont juste les publicités sur la devanture avec Kodak. Et puis, j'ai trouvé un photographe professionnel qui a compris mon désespoir et qui avait pas grand-chose à me vendre. Il avait des vieux boîtiers, mais dont il connaissait pas la fiabilité. Donc, il a été honnête en me disant, sincèrement, ça, je peux pas vous les vendre parce que je sais pas si ça va vraiment marcher. Et du coup, il m'a vendu un de ces deux appareils à lui, en fait. Oh, Ouais, j'avais honte. Alors j'avais honte et en même temps j'étais perdue, tu vois. Et je me dis non mais moi je peux pas imaginer voyager et faire de la photo au téléphone portable, quoi. Ça, c'est pas possible pour moi. Donc j'avais dit non mais moi je peux pas et tout ça. Bon et donc j'ai essayé son appareil qui est un vieux truc, mais qui faisait de la qualité photo correcte. C'est juste que l'objectif était pas vraiment ce qu'il fallait, donc j'avais aucun recul sur cet objectif, donc c'était un peu galère. Mais bon, j'ai craqué, je lui ai acheté. Mon père, que j'ai appelé par WhatsApp en même temps, qui est qui s'y connaît un peu en photo, m'a dit ma fille, t'es en train un peu de te faire avoir. Je lui ai dit bah ouais, mais je fais franchement, je peux pas faire autrement. Il dit bah ouais, écoute, c'est tout, il se rachètera un bel appareil, lui de son côté, et c'est bien. Et puis voilà, puis le prix est lié à l'offre qui est très faible en fait sur le territoire, quoi. Donc je comprenais que même si le même appareil en France valait beaucoup moins, je comprenais qu'Amada c'était très précieux pour lui, quoi. Donc je voulais pas non plus le léser. Donc voilà, donc je suis repartie avec un vieil appareil réflexe qui avait bien vécu. Mais du coup, tout ça nous a fait perdre pas mal de temps. On a dû manger le midi à Diego et puis on est parti dans les Tsingy l'après-midi. Mais au lieu de randonner dans les Tsingy, on est juste allé les voir sur des points de vue et puis on a marché, tu vois, 20 minutes, une demi-heure dans un endroit, mais on aurait dû faire une rando plus prolongée en fait à cet endroit-là. Donc ça, c'était notre petit loupé du moment, quoi. ah ouais. Et qu'est-ce qu'il a de particulier, cet endroit? C'est des formations géologiques qui sont liées à l'érosion par la pluie, le vent, voilà, de sable en fait. Il y a plusieurs massifs comme ça dans Madagascar. Un des plus connus, c'est les Tsingy, alors qui sont plutôt dans une zone centre-ouest, je dirais, qui sont des Tsingy gris. Et là, c'est des Tsingy rouges. Donc parce que le sable est rose-orange. Et c'est vrai que c'est très très beau en fin d'après-midi. Donc ça, c'était pas mal parce qu'on était sur cet horaire-là. Et en fait, tu peux te promener, tu peux randonner dans certains endroits des Tsingy. C'est un espace protégé hein, quand même. Et voilà, et c'est juste très beau parce que en termes de couleurs, ça renvoie, tu vois, du rose, du orange, du rouge. Puis les formations, ça fait des espèces de grandes cheminées. Je sais pas comment expliquer, tu vois. On a un peu ça en France, à plus petite échelle, à l'île-sur-la-Sorgue, Je vois pas du tout. du côté. Bah, c'est pas très loin de Toulouse. Enfin, je sais pas, je dirais peut-être à 2 heures et demie de Toulouse. Et sauf elles sont crème, elles sont couleur crème et ocre. Attends, c'est pas l'île sur la Sorgue, j'ai une bêtise. C'est pas du tout l'île sur la Sorgue. L'île sur la Sorgue, c'est en Provence. Bon, bref, ça se retrouve en France, je le retrouverai le nom. Mais ça ressemble un peu à ça, voilà. Mais c'est le même genre, mais là, parce que là, c'est plus grand, plus majestueux, voilà. Puis c'est rouge en termes de couleur, quoi. Donc ça, c'est joli. Ok. Donc vous l'avez vu. Ouais, on les a vus. On n'a pas pu vraiment randonner à l'intérieur comme on aurait voulu, mais on les a quand même vus. Avec le nouvel appareil photo. Ouais. Et l'autre, du coup, tu l'as fait réparer en rentrant? Oh Tu as non, su ce qui figure-toi, s'est passé? j'ai pas réussi, non. Ah Je l'ai ouais! envoyé, ouais, en rentrant en France, je l'ai envoyé chez un réparateur à Paris qui m'a fait un devis, mais qui est un devis très, très, très cher par rapport à la valeur qu'a encore cet appareil. Donc, j'ai craqué, j'en ai racheté un. Ah ouais, mais un voyage sans photo, c'est pas possible. Bah non. Puis du coup, j'ai filé cet appareil malgache à mon fils aîné qui a envie de s'y mettre. J'ai dit, bah écoute, vas-y, prends celui-là pour commencer, puis après, on verra. Ah bah très bien. Et donc on arrive au jour 4. Ouais, c'est ça. Alors, le jour 4 là, c'est une belle journée. Ouais. Une journée le soir, après les Tsingy Rouges, on était arrivé dans la région du massif de Lankaran, qui est un grand parc national de Madagascar, qui, pareil, ça se fait en randonnée guidée, hein, le guide est obligatoire.
Et là, par contre, on a marché 4 heures. Donc là, on était assouvis dans notre envie de bouger. Là, c'était une super matinée où tu commences tôt le matin. Et en fait, c'est un mélange de forêt, de jungle et de massif karstique. Alors, c'est assez étonnant aussi comme formation géologique. Là, c'est un espèce de très grande étendue de roches. Alors, il y a de la roche volcanique dessous et par-dessus, il y a alors, je sais pas ce que c'est comme, je me rappelle plus trop ce que c'est, comme du grès, tu vois. Enfin, il y a une vraie roche un peu aiguisée. Ça fait comme des pics acérés sur une très grande étendue. C'est un peu lunaire. Et en fait, tu te promènes sur ça et il y a des points de vue à aller voir et tu as des ponts suspendus en fait pour t'amener d'un point à l'autre. Donc du coup, c'est assez ludique comme endroit, en plus d'être étonnant comme type de paysage. Et toute la partie forestière, et bah, bien sûr, très riche en faune, hein. Alors, quand on a commencé, on est allé sur un premier endroit qui s'appelle la Perte des Rivières. C'est un endroit, moi j'ai trouvé ça magique, assez majestueux. Si tu veux, c'est une espèce de, comment expliquer ça? C'est une formation rocheuse, un énorme trou tout à fait circulaire. Et au fond de ce trou, c'est la conjonction de 3 rivières réelles, en fait, qui arrivent au fond du trou. Et une des rivières repart vers le canal du Mozambique, se jeter dans la mer. Et en fait, à la saison des pluies, c'est totalement recouvert d'eau, parce qu'il y a un débit énorme, et ça fait un espèce de siphon géant. Et les villageois te disent qu'ils entendent le bruit du siphon à des kilomètres à la ronde, en fait, tellement c'est puissant. Et par contre, à la saison sèche, ça se vide et donc tu peux voir ce trou énorme quand tu te promènes. Et donc ça, c'est très joli. Et les formations rocheuses, elles sont en couches. Ça nous a fait un peu... On a eu la chance de déjà voyager en Australie et ça nous a vraiment fait penser aux roches qu'on voyait dans le parc national de Karijini, en Australie, à l'ouest. Donc tu vois, ça a même des airs australiens, quoi, par endroits. Tu vois, c'est assez rigolo. Donc ça, c'était très beau. Et puis après, on a continué dans la forêt. Et alors là, on est tombé sur un boa. Boum. Oh! Ouais, je l'avais pas vu. En fait, c'est la guide qui dit, ah, regardez. Et là, il était au bord du chemin en train de digérer, là. Et donc là, c'est pareil, on est resté des longues minutes à l'observer. Il était en mode sieste digestive, hein. Et on peut Mais rester à une belle bête, côté hein. sans problème. Ouais, ouais, il est très tranquille. Alors, tu t'approches pas, tu vas pas aller mettre tes doigts, évidemment, tu vois. Mais non, non, il était en mode tranquille. Nous, on l'embêtait pas. On restait accroupi à, tu vois, 1 mètre, 1 mètre 50. Et puis, on s'est fait plaisir avec la photo. Non mais jamais je reste à 1,50 m d'un boa, quoi. Non mais... Et bah ouais, bah Enfin... figure-toi que très tranquille. Et puis, la guide nous a. Enfin, il n'était pas effrayant, hein, tu vois. Oui, Il avait mais mangé. c'est un boa, quoi. Ouais, mais immobile, qui dormait. Ouais, d'accord, mais non. Écoute, ça l'a bien fait. Tant On mieux. a bien pris plaisir à observer cette jolie bête qui faisait quasiment, je pense, 3 mètres de long. Ouais, Donc, non c'était ça. mais vraiment, enfin... T'aimes pas les serpents. Ben non, mais enfin, j'aurais du mal à croire que il peut pas se réveiller d'un Il coup peut et être nous... inoffensif. Mais oui, enfin, Bah écoute, a j'ai pas de priori. connaissances approfondies des serpents, mais je pense pas qu'ils mangent que de l'herbe, quoi. Donc, Non, il mange des rongeurs, il bah mange des oui. lémuriens parfois même. Mais ils s'attaquent. Est-ce qu'ils s'attaqueraient Non, enfin, les gens du village et les guides n'avaient pas l'air de dire qu'il y ait de raison qu'ils s'attaquent à l'homme. Bon, Voilà. Après, le serpent, c'est un animal tabou à Madagascar, comme le caméléon d'ailleurs. Et donc, pour eux, ça amène le mauvais sort s'il rentre dans ta maison. ok. Donc, et du coup, ce qui est un peu étonnant, c'est que, par exemple, alors le serpent, tu peux le comprendre un peu, parce que c'est vrai qu'on a un peu les mêmes ressentiments, je dirais, vis-à-vis de cette bête, même en Europe, tu vois. Le serpent, c'est quand même un animal qui fait Il nous naturellement fait peur. peur, ouais. Mhm. Autant le caméléon, tu vois, nous, Pas trop, non. bah non, puis c'est joli, quoi, c'est Bah super oui. beau, donc, puis c'est tranquille, ça marche doucement, enfin. Et bah le caméléon, c'est un animal tabou à Madagascar, et donc il le chasse des maisons et il les tue, en fait. Si le caméléon est rentré dans ta maison, il faut le tuer, sinon ça t'amène le mauvais sort. Donc du coup, c'est pas un animal particulièrement apprécié. Ils savent expliquer pourquoi, parce que Bah c'est non. inoffensif comme bête, quand Non, même. ouais, c'est dans les religions un peu animistes, tu vois. Je sais pas ce que ça représente pour eux, mais alors, bien sûr, les guides, tu vois, les guides forestiers, tout ça, eux, ils sont en mode protection de la faune, et ils ont pas ces croyances-là, mais ils disent que c'est un vrai problème, en fait, parce que dans certains villages, le caméléon est vraiment tué, quoi. D'accord. Et est-ce que c'est pas parce que il peut proliférer très vite et du coup ça devient une nuisance? Je sais pas, j'ai pas l'impression que ce soit ça. Je pense que c'est vraiment une histoire de religion et d'esprit animiste, tu vois, et que pour eux, c'est un mauvais esprit et ils t'amènent le mauvais sort s'ils rentrent dans la maison. Tu vois, c'est vraiment une croyance, quoi, je crois.
Eh ben, si quelqu'un sait, qu'il n'hésite Ouais, pas. ça m'intéresse. Ouais, là, moi, il savait pas trop dire. C'était rigolo parce que dans la deuxième partie du voyage en croisière, le capitaine du bateau était phobique du caméléon. Ah C'est ouais, un peu embêtant carrément. quand tu vis à Madagascar. Et donc, j'avais dit, moi, que j'étais fan de caméléon. Et donc, ils s'étaient marrés tous parce qu'ils savaient que Serge, le capitaine, avait très, très peur du caméléon. Et un jour, on m'a montré, ils en ont trouvé un au réveil le matin. Et le Serge, il est parti en courant, quoi. Enfin, tu vois, il a détalé en hurlant jusqu'à la mer parce qu'il ne voulait pas croiser ce caméléon. Alors, est-ce que lui, c'est juste une phobie, tu vois, un peu incontrôlable comme nous, on peut avoir peur des araignées? Ou est-ce qu'il y a aussi une histoire animiste derrière, un peu ancestrale dans sa famille? Je sais pas. Incroyable. Ouais. Donc, pas mal d'animaux, des jolis caméléons dans ce parc aussi, avec des belles couleurs vertes et tout. Et puis après, cette partie en plein soleil, donc bien être équipé d'eau aussi sur la partie karstique, parce que là, tu sais, c'est de la roche. Tu marches sur de la roche dure. Il y a des petites espèces de baobab endémiques, alors que tu comprends pas nécessairement que c'est du baobab, parce que c'est pas le baobab tel que tu l'imagines, mais c'est quand même ce genre d'arbre qui regorge d'eau et qui stocke l'eau. Et puis c'était chouette parce que voilà, c'était un paysage assez inédit. Tu n'as pas beaucoup d'endroits dans le monde qui ressemblent à ça. Et puis le coup des ponts suspendus. Alors mon mari a le vertige, donc lui, il nous a attendus à cette étape-là de la Le rando, il a pauvre. attendu. Et moi, avec les enfants, on s'est amusés, on a traversé deux, trois ponts comme ça. On est allé voir les beaux points de vue, puis on est revenu. Trop bien. Et il a vu les photos. Ouais, voilà. Bah, puis il nous voyait, tu vois, en fait, il était à l'entrée du premier pont, il nous apercevait jusqu'au bout. C'est juste que pour lui, c'était vraiment trop de passer là-dessus, quoi. Ouais, ouais. Bon, bah, 5e jour. Et ben ouais, alors après le massif de Ankaraana, bah, c'était ouais, notre dernier grand jour de rando. Donc après, si je me trompe pas, c'est le jour où on est arrivé sur Nosy-Be. Alors j'essaye d'être sûre que j'oublie rien, mais je crois que c'est ça. Donc là, il y avait de la route pas mal. Après, ouais, c'est ça. On a eu une route avec pas mal d'orages et tout ça sur l'après-midi, mais on était en voiture, donc c'était pas très gênant. Mais une route assez éprouvante. Et puis on est arrivé dans le village enfin, la ville de Ambanja. Et là, c'est à nouveau une ville avec, ça grouille un petit peu, c'est à nouveau l'Afrique grouillante avec beaucoup de monde, des marchés partout, des cyclopousses, enfin, c'était assez rigolo. C'est une ville, tu vois, qui m'aurait bien donné envie d'y rester une journée de plus pour découvrir un peu le... Bon, dans notre circuit, enfin, c'était pas possible parce qu'il fallait qu'on soit à Nosy-Be le lendemain. Mais en fait, c'était une ville qui donnait bien envie de s'y poser un petit peu, tu vois, elle m'aurait... Pour le côté, justement, beaucoup d'activités, plein de monde dans tous les sens. C'était assez sympa comme endroit. Et puis, on est resté, on a dormi à l'hôtel le soir. Et puis, le lendemain matin, on a repris la route pour aller donc à Ankifi. Ankifi, c'est une ville côtière d'où partent les bateaux pour aller à Nosy-Be. Nosy-Be étant une des îles principales du nord-ouest. Et alors, ouais, cette route était sympa. Alors, sympa, difficile parce que je crois qu'on avait genre que 50 km à faire, mais ils nous avaient prévenu qu'on allait mettre au moins 2 heures à la faire parce que voilà, il y a des cratères énormes, énormes là. Donc, tu ne fais que slalomer en fait pendant 50 km, alors que la route est censée être pas assez droite. Bah, toi, tu slalomes entre les cratères. Mais j'ai bien aimé les paysages. Là, c'était beau. Enfin, il y avait vraiment de la verdure autour, des rizières, des échassiers blancs dans les rizières. Enfin, tu vois, c'est vraiment joli. Et voilà, et nous sommes arrivés à Ankifi. Alors, Ankifi, c'est facile parce que ta voiture te dépose sur le quai. Là, tu as des gars qui t'attendent. Hop, on va t'acheter les tickets. Tu mets le gilet de sauvetage, tu montes dans la petite vedette. Et dès que la vedette est prête, hop, on part. Enfin, dès qu'elle est pleine, tu vois. Et je crois que, je sais pas, il y avait peut-être une vingtaine de places à bord. Et donc, quand ça se remplit allez, on n'a pas attendu 5 minutes, je crois. Enfin, tu vois, ça va très vite, quoi. Les Malgaches vont beaucoup à Nosy-Be, circulent entre Ankifi et Nosy-Be, donc il y a beaucoup de populations qui prennent cette île vedette-là. J'allais te dire, est-ce que vous étiez les seuls à ne pas être malgaches dans le bateau ou Et bah, je crois que sur ce bateau-là, presque. Peut-être qu'il y avait un autre couple avec nous, je suis même pas sûre, tu vois. Mais non, on était surtout avec de la population locale, ouais. Donc vous arrivez de l'autre côté et là, Ah, alors là, Nosy-Be, ça fait un petit choc. ah pourquoi? Parce que là, c'est pour le coup, Nosy-Be, c'est beaucoup de monde, beaucoup plus touristique. Donc nous qui avions vécu 6 jours un peu presque en autarcie du tourisme, tu vois, ça nous a fait un peu bizarre sur le moment. Des bouchons très embouteillés quand on est arrivé. Après, ça reste Mada, hein, c'est-à-dire le taxi est pourri aussi. Bon, voilà, tout ça, ça change pas. Mais ouais, j'ai eu un petit, tu vois, un petit coup en me disant, ah ouais, là, il y a du monde quand même. Enfin, j'ai trouvé qu'il y avait du monde. Alors, il y a du monde parce qu'en termes de population, c'est très habité. Mais aussi, tu sentais que là, c'était plus une zone de tourisme quand même. Il y avait plus de touristes autour de nous. Et donc là, il nous a amenés alors, comment ça s'appelle? Madirokeli, qui est un village, alors quand tu prends Nosy-Be, c'est un village vers l'est, en fait, de l'île.
Et c'est là que j'avais réservé notre petit hôtel, qui était un peu le lieu de rendez-vous pour le départ pour la croisière le lendemain. Et en fait, c'est là que nous rejoignaient nos copains. En fait, on a une famille de copains avec qui on voyage depuis toujours sur certains endroits qui nous rejoignaient pour cette partie croisière. Et donc, Super. eux, ouais, c'était top. Et eux arrivaient à ce moment-là pour faire juste les 6 jours avec nous, en fait. Donc eux, ils ont fait que ça à Madagascar. Ouais, Ok. eux, ils sont arrivés directement à Nosy-Be, en fait, depuis la France, et ils sont repartis de Nosy-Be et ils étaient dispo que pour cette semaine-là, donc on a fait cette semaine tous ensemble, et ce qui a clairement ajouté une plus-value au voyage, parce que du coup, on a partagé le bateau ensemble. Et eux aiment la navigation, ils ont un bateau eux-mêmes en Bretagne, donc ils savent ce que c'est que la navigation, et donc ils ont vachement apprécié le voyage aussi, quoi. Et ils connaissaient pas Madagascar. Et ils ont des enfants du même âge que les vôtres? Ouais, ils ont 3 filles qui ont grosso modo l'âge des nôtres et ils se connaissent depuis toujours, si tu veux. Donc C'était la c'est colo. génial. Ah ouais, complètement. Ok, Donc journée, alors l'hôtel, je peux dire le nom de l'hôtel. bien sûr. Eh ben ouais, c'est chez Senga, ça s'appelle. Senga, sur la plage de Madirokeli. Et vraiment, ça, c'est un hôtel coup de cœur. En fait, c'est un hôtel qui est recommandé par l'agence Alefa avec qui on avait réservé la croisière, enfin qui organise la croisière, et qui nous avait dit on a l'habitude d'envoyer nos clients chez Senga. Et effectivement, c'est un petit bijou, quoi. C'est un petit hôtel tout simple, posé sur la plage, très mignon en déco, très aéré. Tu vois, il n'y a pas de clim, tout ça, mais enfin, t'as pas besoin, quoi. C'est bien ventilé. Et il y a un resto avec, enfin, ils te servent à manger le midi, le soir et tout ça, donc c'est chouette. Et puis, c'est pas cher, quoi. Enfin, moi, je crois que j'ai payé 30 € la chambre. On était bien. On y était très bien chez Senga. Et donc là, ça a été journée, tu vois, on s'est retrouvés avec les copains, donc on a mangé le midi à l'hôtel, on a profité de l'après-midi, les enfants se sont baignés, on a réorganisé les bagages pour la croisière, parce que là, clairement, il fallait optimiser les sacs et tout ça. Mais on a fait repos farniente l'après-midi. Et puis surtout, on avait un briefing à 16 h sur la plage à l'agence, qui était à, je sais pas, 100 mètres sur la plage, avec Domi, qui est la propriétaire de l'agence, et qui nous a fait un briefing complet sur la croisière. Donc ça, c'était un bon moment aussi, parce que le voyage a commencé. C'est vraiment un voyage dans le voyage, tu vois, cette partie-là. Si c'est pas du teasing, ça, pour le second épisode, je sais pas ce que c'est. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Merci d'être resté jusqu'au bout. Si cet épisode vous a plu, abonnez-vous, partagez-le, écrivez un petit commentaire et laissez 5 étoiles sur Apple Podcast. Comme d'habitude, toutes les notes sont sur le blog famille et voyage avec un s.com. Vous voulez ouvrir vos carnets de voyage? Ou vous aimeriez en écouter un sur une destination particulière? Retrouvez-moi sur Instagram à familleetvoyage_blog. À bientôt pour le prochain épisode. D'ici là, prenez soin de vous, inspirez-vous et créez-vous de chouettes souvenirs en famille.